Au cœur de l'histoire humaine, la quête de la liberté a toujours été le combat le plus noble et le plus ardent. Ce concept, cette essence même de l'existence, est un droit inaliénable auquel chaque individu devrait avoir accès. Vivre libre, sans les chaînes de l'oppression, est l'aspiration profonde de tout cœur humain. Aujourd'hui, sur l'échiquier mondial, les nations qui osent bafouer cette liberté, que ce soit celle de leur propre peuple ou de leurs voisins, sont pointées du doigt, montrées en exemple de ce qu'il ne faut pas être. C'est le tribut de notre ère, où chaque acte est observé, analysé, jugé. Mais, au fil des siècles, combien de peuples ont ressenti le poids d'une botte tyrannique, l'étreinte d'un envahisseur? Pour retrouver cette liberté volée, certains ont choisi le dialogue, la diplomatie, cherchant à parlementer pour une paix équitable. D'autres, brûlant d'une flamme plus combative, ont saisi les armes, décidés à reconquérir leurs droits par la force. Chaque époque, chaque combat, a vu naître ces héros. Ces figures, ces âmes d'exception, sont devenues des symboles, des incarnations vivantes de la soif de liberté de leur peuple. Et leurs histoires, gravées dans le marbre du temps, sont autant de rappels de ce que l'humain peut accomplir lorsqu'il se bat pour ce en quoi il croit. Sur les terres brumeuses d'Écosse, vers l'année 1270, dans la région paisible de Paisley, près de Renfrew, le destin fit naître un héros destiné à être gravé à jamais dans les annales du temps. Son nom ? William Wallace. Sa naissance n'était pas simplement celle d'un garçon écossais, mais celle d'une flamme, d'un esprit indomptable qui allait rallumer le feu de la liberté au cœur de son peuple. Alors que les terres d'Écosse étaient foulées et réprimées sous le joug du roi anglais Édouard Ier, un monarque impitoyable et avide de pouvoir, Wallace émergea comme l'incarnation de l'espoir. Chaque coup d'épée, chaque cri de guerre, chaque bataille menée par Wallace était un message clair à l'envahisseur: l'Écosse ne serait jamais vaincue. Il devint le gardien du royaume, le protecteur des terres et des âmes écossaises. Avec lui, la résistance prenait forme, et la lutte pour la liberté devenait un combat que beaucoup d'Écossais étaient prêts à mener. Mais comme toutes les grandes épopées, le chemin du héros finit par prendre fin. Le 23 août 1305, à Londres, le soleil se coucha sur la vie de William Wallace. Mais sa mort ne fut pas la fin de son histoire, loin de là. Elle marqua le début d'une rébellion encore plus grande, car il était devenu plus qu'un homme, il était une légende. Wallace avait planté la graine de la liberté, et celle-ci allait grandir, s'enraciner profondément dans la terre d'Écosse, et finalement porter ses fruits en libérant le pays de la domination anglaise. Vers l'an 1270, William Wallace vint au monde dans le petit village d'Elderslie, près de la ville de Paisley, dans la région écossaise du Renfrewshire. Il grandit en tant que second fils de Malcolm Wallace, un fier chevalier écossais dont le cœur battait pour sa terre et son peuple. Mais, en 1291, un événement tragique vint assombrir le ciel de la famille Wallace. Malcolm, le patriarche, trouva la mort de manière brutale, sa vie fauchée par la lame d'un chevalier anglais. Le jeune William, avec ses frères John et Malcolm, devait désormais grandir avec le poids de cette perte. Entouré des siens, William fut élevé au sein d'une noble lignée. Son éducation fut confiée à son oncle Arguem, un sage au vaste savoir. Sous sa tutelle, William s'abreuva des enseignements de l'époque, apprenant l'art du combat, le français et le latin, langue clé de l'érudition. Cependant, la jeunesse de William ne fut pas seulement bercée par les doux mots de l'instruction. À l'âge de 10 ans, alors qu'il étudiait à l'abbaye de Paisley, un événement bouleversa à jamais le cours de sa vie. Les terres autour de l'abbaye furent envahies, pillées et l'air se remplit des cris des innocents massacrés par l'armée anglaise. Ce qu'il vit ce jour-là marqua son âme d'une cicatrice indélébile, et fit naître chez lui le désir brûlant de venger le peuple des atrocités subies. Jusqu'à 1286, le royaume d'Écosse était indépendant et gouverné par le roi Alexandre III. Sous sa houlette, le royaume connaissait une prospérité économique inégalée et une paix précieuse. Alexandre III, par sa vision et sa sagesse, avait érigé une nation forte, unifiée et résiliente. À la disparition de ce monarque exceptionnel, les Landes d'Écosse furent plongées dans le chagrin et l'incertitude. Sa petite fille, Margaret, qui n'avait alors que 4 printemps, fut appelée à porter la couronne. Les Hauts-lords d'Écosse, dans un élan de fidélité à la lignée royale, la déclarèrent reine. Mais comment une enfant si jeune pourrait-elle gouverner un royaume si vaste et complexe ?
Une régence fut donc mise en place, un bouclier temporaire pour protéger le trône et la jeune reine. Cependant, le destin, hélas, n'épargna pas la petite reine Margaret, et en 1290, la mort vint l'accueillir, laissant l'Écosse sans héritier direct. Cette situation engendra une crise de succession déchirante, où plusieurs prétendants s'élevèrent, chacun clamant son droit au trône. Mais alors que l'Écosse était engluée dans ses querelles internes, un danger bien plus grand se profilait à l'horizon. En 1296, l'Angleterre, tel un aigle aux serres acérées, fondit sur le royaume voisin. L'Écosse, autrefois fière et indépendante, fut réduite au rang d'État vassal, sous la domination de l'ambitieux roi anglais Édouard Ier. En 1297, Wallace, alors âgé d'environ 27 ans, vivait le parfait amour avec Marian Bradfute, la belle héritière du lord de Lamington. Marian était tout ce que Wallace pouvait désirer. Elle incarnait la beauté et la douceur de l'Écosse, et leur amour était pur et inébranlable. Malheureusement, comme beaucoup d'histoires d'amour de cette époque, leur union était destinée à être mise à l'épreuve. Le shérif anglais de Lanark, William de Hazelrig, également épris de la belle Marian, voulait la posséder. Sa jalousie à l'égard de Wallace et son désir pour Marian créèrent une rivalité amoureuse explosive. Un jour, Hazelrig captura Marian, espérant ainsi briser Wallace. Mais loin de briser le jeune Écossais, cet acte ignoble n'a fait qu'embraser sa rage et son désir de vengeance. Dans une confrontation mémorable, Wallace prit d'assaut le château de Lanark, éliminant Hazelrig. Mais il ne put libérer sa bien-aimée, qui a été cruellement assassinée sous ses yeux par les soldats anglais. Mis hors la loi pour le meurtre Hazelrig, Wallace n'a pas d'autre choix que partir se réfugier dans les bois. La forêt dense et brumeuse devint alors son sanctuaire, le cachant des yeux de ses poursuivants. Rapidement d'autres âmes courageuses furent attirées par sa cause. Bientôt, une trentaine de compagnons, des hommes animés par le même feu sacré de la résistance, vinrent rejoindre Wallace dans sa retraite forestière. En mai 1297, ces hommes, unis par un objectif commun et guidés par le leadership inébranlable de Wallace, décidèrent qu'il était temps de lancer un message retentissant à leurs oppresseurs. Dans un élan de courage et d'audace, ils s'élancèrent contre la garnison anglaise de Lanark, symbole de la tyrannie anglaise en terre écossaise. La garnison, bien que supérieure en nombre, ne put résister à la fureur des Écossais, et tous les soldats anglais à l'exception d'un seul furent tués. Cet événement marque le début de la rébellion écossaise contre les Anglais. Au cœur des Highlands, le nom de William Wallace résonnait tel un appel irrésistible pour tous ceux qui aspiraient à la liberté. Son groupe commença à attirer l'attention et à rallier des figures emblématiques de l'Écosse à sa cause. Parmi eux se trouvait le noble chevalier William Douglas. Fier et vaillant, Douglas devint le bras droit de Wallace, se tenant à ses côtés avec une détermination sans faille. Ensemble, ils formèrent un duo redoutable. Mais ce n'était que le début. L'écho de leur cause parvint aux oreilles de Robert Wishart, l'évêque de Glasgow, un homme de foi et d'influence. Reconnaissant l'importance de cette quête pour l'avenir de l'Écosse, Wishart utilisa son charisme pour convaincre James Stewart, le grand sénéchal, d'apporter son soutien à Wallace. L'élément le plus surprenant fut l'adhésion de Robert Bruce le Jeune. Les Bruce étaient depuis longtemps perçus comme des alliés de l'Angleterre, mais ce jeune héritier, peut-être inspiré par la passion de Wallace ou par une vision renouvelée pour son pays, décida de briser cette tradition et de rejoindre les rangs des insurgés. Fort de cette alliance inattendue, Wallace, à la tête d'une véritable armée, avança vers Dundee en août 1297, avec la ferme intention d'en reprendre le contrôle. Mais les Anglais, conscients de la menace grandissante, ne restèrent pas inactifs. John de Warenne, comte de Surrey, et Hugh de Cressingham, trésorier, placèrent stratégiquement leurs troupes à Stirling. Ce mouvement astucieux visait à couper Wallace de ses soutiens, créant ainsi un piège potentiel pour le guerrier écossais. Wallace, conscient de l'urgence de la situation, décida de rompre le siège de Dundee. Ses yeux fixés sur l'horizon, il mena ses troupes vers Stirling, espérant reprendre l'avantage. Mais le paysage qui s'offrit à lui à son arrivée aurait pu ébranler n'importe quel guerrier. Les forces anglaises, en effet, étaient déjà en position, formant une barrière impénétrable de 6350 fantassins et 350 cavaliers. Face à eux,
les troupes écossaises semblaient modestes, ne comptant que 2300 fantassins armés de lances et 180 vaillants cavaliers. Le tableau était sombre pour les Écossais, la défaite semblant inévitable. Pourtant, dans le chaos de la bataille, il existe toujours une part d'imprévu. L'arrogance d'un chevalier anglais, avide de gloire et d'honneur, le poussa à engager le combat avant l'heure. Cette maladresse fut le tournant inattendu de la bataille. Là où la défaite semblait certaine, une opportunité s'offrit aux Écossais. Saisissant cet instant, les guerriers de Wallace se jetèrent dans la mêlée avec une ferveur renouvelée. Le sol de Stirling fut témoin d'un massacre inimaginable. 3000 Anglais tombèrent, dont le stratège Hugh de Cressingham et plus d'une centaine de chevaliers. Contre toute attente, les Écossais sortirent victorieux, et ce jour resta gravé dans les annales comme une démonstration éclatante du courage et de la détermination du peuple écossais. Alors que les cendres de la bataille de Stirling s'estompaient, le nom de William Wallace résonnait déjà à travers les vallées et les montagnes d'Écosse, portant avec lui un espoir renouvelé. Une à une, les citadelles et forteresses autrefois impénétrables ouvraient leurs portes en signe d'allégeance. Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh, et même Berwick, tout ont ressenti le souffle du changement que Wallace avait instauré. Poussé par cette dynamique, Wallace, en octobre et novembre 1297, lança des expéditions audacieuses à travers les régions anglaises du Cumberland et du Northumberland, étendant l'influence écossaise, et prouvant que sa détermination ne connaissait pas de frontières. Mais son rôle ne se limitait pas à celui d'un conquérant. Dans les territoires qu'il contrôlait, il veillait à ce que règne l'ordre, que la justice soit respectée, et que son peuple puisse enfin respirer l'air de la liberté. L'étoile de Wallace brillait si fort que, avant même que le mois de mars 1298 ne pointe à l'horizon, une proclamation retentissante fut faite. William Wallace n'était plus simplement un rebelle ou un guerrier. Il fut officiellement nommé gardien du royaume d'Écosse, une position de confiance et d'honneur, reconnaissant ainsi son dévouement indéfectible envers sa patrie. Le souverain anglais, Édouard Ier, se tenait loin de l'agitation écossaise, plongé dans les intrigues du continent européen, où il portait soutien aux Flamands dans leur lutte contre la France. Mais l'ombre de la rébellion écossaise grandissante, portée par la flamme de William Wallace, commença à assombrir ses projets européens. L'Écosse, avec son esprit indomptable, ne pouvait plus être ignorée. Reconnaissant l'urgence, le roi dut mettre de côté ses ambitions continentales pour se tourner vers le nord. Il décida d'intervenir en personne, signe de l'importance et de la gravité de la situation. Sous la bannière du lion rampant, Édouard marcha vers le berceau de la résistance. En juillet 1298, ses troupes encerclèrent Berwick, ville autrefois fidèle à Wallace. Les défenses de la cité furent mises à rude épreuve par la puissance militaire anglaise, et, après un siège éprouvant, Berwick retomba sous le joug d'Édouard. Fort de cette victoire, le roi ne s'arrêta pas en si bon chemin. Roxburgh, une autre pierre précieuse de la couronne écossaise, subit le même sort peu après. Ainsi, Édouard Ier, reprenant ses territoires clés, montrait au monde sa détermination à maintenir l'Écosse sous son emprise. Mais chaque bataille remportée ne faisait que renforcer la résolution des Écossais à reconquérir leur liberté. Sur la plaine de Falkirk, les destins d'Édouard Ier et de William Wallace étaient sur le point de s'entrecroiser, dans un choc épique qui entrerait dans les annales de l'histoire. Le roi anglais, avec une stratégie astucieuse, réussit à se positionner en travers de la route de Wallace, l'obligeant ainsi à un affrontement qu'il n'avait pas anticipé. Les tambours de guerre retentirent, annonçant l'approche de l'inéluctable confrontation. Le 22 juillet 1298, alors que le soleil se levait, révélant un champ de bataille où la rosée scintillait comme 1000 diamants, les deux armées se faisaient face. L'air était électrique, chaque guerrier sentant le poids du moment sur ses épaules. La tension était palpable. Mais ce jour-là, le destin ne favorisa pas le vaillant Wallace et ses hommes. L'armée écossaise, bien que combattant avec une ferveur et un courage sans égal, fut submergée par la force supérieure des Anglais. Le champ de bataille, autrefois vert et paisible, se transforma en un marais de sang et de boue. Quand les cornes de la retraite sonnèrent, 2000 braves Écossais gisaient sur le sol, sacrifiant leur vie pour la liberté de leur terre natale. Ce jour funeste marqua la fin de l'épopée héroïque de Wallace.
Dans les sombres jours qui suivirent la débâcle de Falkirk, le paysage écossais était empreint d'une lourde mélancolie. William Wallace, autrefois un flambeau d'espoir pour l'Écosse, était désormais une ombre errante se cachant dans les Highlands. Ces montagnes majestueuses offraient à Wallace et à ses rares fidèles compagnons un abri contre les poursuites incessantes des Anglais. Il se rendit en France à l'automne 1299, accompagné d'autres chevaliers écossais, cherchant peut-être des alliés ou peut-être un répit. La France, avec ses châteaux majestueux et ses courtes élégantes, accueillit Wallace comme un héros. Même le roi de France, Philippe IV, reconnut la valeur de cet étranger, en lui adressant une lettre de recommandation personnelle au pape, témoignant ainsi de la réputation internationale que Wallace avait acquise. Cependant, les collines verdoyantes de l'Écosse continuèrent à appeler Wallace. En 1303, il réapparaît sur son sol natal, revivant sa vie de hors-la-loi, toujours insaisissable, toujours défiant. Il orchestrera une dernière danse avec le destin, lors d'une escarmouche en septembre 1304, là où les Ochilils se dessinent à l'horizon, entre Abernethy et Lindor. Ce combat, bien que modeste en échelle, symbolisait la persévérance d'un homme qui, malgré les revers et les épreuves, n'abandonnait jamais son pays. Mais la trahison était une ombre constante dans le paysage politique de l'Écosse à l'époque. Au cœur de l'été 1305, alors que le soleil doux baignait l'Écosse de sa chaleur dorée, le destin, avec sa main sombre et impitoyable, vint frapper à la porte de William. Le 3 août, une trahison des plus sournoises se dessina près de Glasgow. Les hommes de Sir John de Menteith, le gardien du château de Dumbarton, se déployèrent silencieusement, tels des serpents dans l'herbe, pour encercler et capturer le fier guerrier écossais. William Wallace fut enserré dans les filets perfides tissés par un homme, qu'il considérait comme l'un des siens. Sir John de Menteith avait fait un choix. Il avait délaissé le feu ardent de l'indépendance écossaise, pour se courber devant la couronne anglaise, rejoignant une multitude d'autres nobles écossais qui, égarés par les promesses ou la peur, avaient renouvelé leur allégeance au roi d'Angleterre. Menteith avait monnayé la capture du lion d'Écosse avec les Anglais, en l'échange d'une forte somme d'or, et l'assurance de conserver son titre et son pouvoir sur sa province. Le sort de Wallace fut scellé lorsqu'il fut transféré à Londres le 22 août 1305. Là-bas, dans la cité impériale de l'Angleterre, dans l'enceinte intimidante de Westminster Hall, il fut jugé coupable de la plus haute trahison envers son souverain, ainsi que de crimes graves et de sacrilèges. Sa condamnation à mort résonna alors comme une sombre sentence. Le lundi 23 août 1305, les rues de Londres étaient silencieuses, on disait que même les oiseaux s'étaient tus ce jour-là. Wallace, monté sur un destrier pâle, fut conduit en procession jusqu'à Smithfield, proche de l'ancien hôpital Saint-Barthélemy. Là, il subirait le sort réservé aux traîtres. Wallace, à l'âge de 35 ans, faisait face à son destin inéluctable. Il subit un châtiment aussi cruel que symbolique. Traîné sur le pavé rugueux par des chevaux implacables, subissant chaque agonie imaginable, il fut finalement décapité, son corps morcelé dans un dernier acte de barbarie. Afin que l'horreur de ce jour serve d'avertissement, Édouard Ier, dans une démarche sinistre, dispersa les fragments du héros déchu à travers son royaume. Sa tête fut élevée sur le pont de Londres, tandis que les échos de sa bravoure, les parties de son corps, furent exposés à Newcastle, Berwick, Stirling et Perth. Un rappel permanent de la puissance anglaise et du prix de la rébellion. Dans les sombres jours qui suivirent la chute du valeureux William Wallace, l'Écosse portait en elle une blessure profonde. Mais, comme un phénix renaissant de ses cendres, cette tragédie n'a pas éteint la flamme ardente du désir de liberté qui brûlait au cœur des Écossais. Au contraire, l'exécution cruelle de Wallace a ravivé et enflammé ce sentiment d'unité et de résistance face à l'oppression anglaise. De nouvelles étoiles se levèrent alors à l'horizon de l'histoire écossaise. Parmi elles brillait Robert Bruce, déterminé et inébranlable. Ralliant à lui les nobles, il s'est érigé en leader, mais également en symbole d'espoir pour un peuple assoiffé de justice et d'indépendance. Moins d'une décennie après la perte de leur héros, sous le commandement de Bruce, les Écossais unifiés affrontèrent les Anglais lors de la légendaire bataille de Bannockburn en 1314. Leur victoire éclatante sur ces terres fut le prélude à l'indépendance tant attendue de l'Écosse en 1328.
L'histoire de Wallace nous enseigne que les héros ne sont jamais vraiment partis. Ils vivent à travers les idéaux pour lesquels ils se sont battus, et inspirent les générations futures à poursuivre le combat. En fin de compte, la véritable force d'une nation ne se mesure pas à sa puissance, mais à la résilience de son cœur. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes, mais qui a tellement d'importance pour moi, si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.